bienvenue. Normalement, il y a une place pour chacun. Je ne sais pas s'il y a un plan de table, mais installez-vous. Merci en tout cas d'avoir accepté cette table ronde. Nous allons parler adaptation. Alors, on peut entendre l'adaptation sous pas mal d'aspects. On va parler évidemment adaptation au changement climatique, mais on pourrait aussi on va parler d'adaptation pour s'adapter à intégrer les énergies renouvelables sur les réseaux. On parlera d'adaptation des réseaux de train également. Et nous parlerons évidemment aussi, pourquoi pas, d'interconnexion européenne, comme l'a suggéré. On pourra élargir aussi sur ce sujet-là. On démarre avec vous, Sophie Mourlon. Préparez la France à plus 4 degrés. Après 2 ans de travaux, le plan national d'adaptation est en cours en ce moment de consultation publique. La consultation publique n'a pas été arrêtée pour autant. Elle continue. Bon. Et donc, chacun peut donner son avis en ligne sur les grandes orientations. Ce plan est véritablement un tournant, vous pensez, dans cette culture de l'adaptation en France au changement climatique ? Oui, c'est vraiment comme ça qu'il est conçu. Donc, je vous confirme, la consultation est en cours jusqu'à la fin de l'année. Donc, tout le monde est invité à donner son avis et à contribuer à cette consultation. C'est important pour finaliser et faire vivre ce plan. Alors, merci déjà de m'avoir invité dans cette table ronde qui va être, je pense, très fructueuse parce qu'on a des très gros sujets et des très gros enjeux qu'on va pouvoir développer. Ce 3e plan national d'adaptation au changement climatique, c'est effectivement un tournant parce que c'est le 3e du nom. Le premier qui avait été fait en 2011, il focalisait beaucoup sur la connaissance, l'amélioration et la diffusion des connaissances sur l'adaptation. Le 2e, en 2018, travaillait beaucoup sur la gouvernance et là, on rentre vraiment dans l'action. Un des points importants qui permet de rentrer dans l'action, c'est le travail qui a été fait à l'été 2023 pour définir la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire en fait de répondre à la question à quoi on s'adapte. Ça peut sembler évident, mais ça n'est pas si simple. Et donc le fait de choisir une trajectoire qui est le scénario tendanciel, pour simplifier, du GIEC, celui qui adviendra si on fait ce qu'on a dit, mais pas plus. Donc c'est quelque chose de raisonnablement pessimiste auquel on doit s'adapter. Ce choix-là, le fait d'en faire la trajectoire de référence, ça a permis, par exemple, avec Météo France, de pouvoir décliner à une échelle très fine sur le territoire ce que ça veut dire en termes d'augmentation d'événements extrêmes, d'évolution des températures, de l'humidité, de la sécheresse, des précipitations. Et donc, derrière, de travailler réellement à analyser la vulnérabilité de notre économie, de nos activités, de nos infrastructures et à envisager un certain nombre d'actions. Ce plan, c'est 51 grandes actions avec beaucoup de mesures derrière et en particulier un gros chapitre sur la résilience de l'économie dans lequel on s'intéresse à certains secteurs qui vont être les premiers à être impactés par le changement climatique. Je pense à l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, le tourisme, la pêche, l'industrie du bois, et puis à cette question de la résilience de l'économie, en particulier de la résilience des infrastructures. Donc on rentre vraiment dans le concret avec pour objectif d'améliorer la connaissance, d'anticiper, pour permettre en particulier sur les infrastructures d'anticiper aujourd'hui dans les investissements ce qui est nécessaire pour que les infrastructures qui seront encore là dans 10 ans, dans 30 ans, dans 100 ans... Ouais, ne plus penser à climat constant. Vraiment exactement, vraiment penser à climat évolutif et puis de prendre un certain nombre de décisions sans regret avec des co-bénéfices forts, de prioriser, de travailler à toutes les échelles, avec les collectivités territoriales, avec les filières professionnelles, avec les assurances, en interministériel, beaucoup, puisqu'on touche à beaucoup de secteurs d'activité. Donc rentrer vraiment dans le concret. Alors évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y aura d'autres évolutions, d'autres plans, mais on sent depuis 2 ans véritablement une prise de conscience et une rentrée dans l'action, comme j'ai dit, des collectivités, des entreprises en particulier avec lesquelles nous travaillons. Donc un vrai changement de culture. Alors, entre épisodes de chaleur extrême, tempête à répétition, nous allons parler dans un premier temps de l'adaptation des réseaux au changement climatique, le réseau de transport d'électricité. Tout d'abord, Xavier Piéchazic. Alors, c'est quoi le plan pour adapter le réseau de transport ? Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors le plan déjà, c'est de faire grossir le réseau parce que depuis ce matin, on dit que la décarbonation, ça passe par l'électrification et donc ça veut dire des réseaux... et des mouvements d'un pays à l'autre aussi. Oui. Qui grandissent, voilà. Et donc pendant ce temps, pendant qu'il faut faire grandir ces réseaux, il faut qu'on se protège contre un certain nombre d'aléas climatiques.
Nous, on en fait un volet de notre plan d'investissement qui sera rendu public au début de l'année 2025. Et pour nous, on a 3 ennemis, ou on avait 3 ennemis. Le premier, c'est le chaud. En fait, notre ennemi, c'est la bulle anticyclonique très concentrée. Une bulle de chaud sans vent. En fait, pourquoi ? Parce que ça conduit les lignes électriques à se surdilater. Elles se dilatent, donc elles se déforment déjà parce qu'on fait passer de l'intensité dedans. Elles chauffent. Mais elles ne se refroidissent pas parce qu'il n'y a pas de vent. Et elles surchauffent parce qu'il fait très chaud. Alors comment est-ce qu'on corrige ça ? C'est assez simple, hein. On change les câbles, on met du métal qui se dilate moins et on rehausse les pylônes. Enfin, quand on a donc un réseau de plus de 100 000 km de lignes, toutes les lignes ne sont pas concernées, bien évidemment, les plus vieilles seulement, mais c'est des gros investissements. Le deuxième ennemi sur les postes électriques, c'est les inondations. On le gère avec Marianne, puisque nous coexploitons plus de 2000 postes électriques ensemble. C'est la résilience aux inondations. Là, c'est assez simple. Soit on les protège de l'envahissement des eaux, soit on met des postes sur pilotis, soit on les déplace. Enfin, tout le monde conçoit ici que déplacer un poste électrique, c'est pas si simple. Surtout qu'on ne déplace jamais un poste électrique sans déplacer les lignes qui s'y raccordent. Donc, on le fait en dernière intention. Et puis, sur le vent, qui est notre troisième ennemi, pour le réseau de transport, ça va mieux. Ça va mieux pourquoi ? Parce que après la tempête de 1999, qui avait quand même ému beaucoup de gens, RTE a mis en place un énorme investissement pour sécuriser ces pylônes mécaniquement. Hein, et donc l'entreprise a fait un effort, avec l'aval de la CRE bien évidemment, de plus de 2,5 milliards d'euros pour sécuriser ce réseau qui désormais est beaucoup plus résilient à la question de la tempête. Voilà nos 3 ennemis, le dernier aujourd'hui étant un moins grand ennemi qu'avant. Vous luttez avec Marianne Legnaud, j'ai bien compris, contre des ennemis à peu près similaires sur des adversaires. Des adversaires, voilà, on va dire, en tout cas, qui sont de taille et qui risquent de s'intensifier dans les années à venir. Marianne Legnaud, avec quelques peut-être différences avec le réseau de transport, comment vous l'adaptez, vous, le réseau de distribution, cette fois-ci ? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Karine. Non, effectivement, dans les investissements que nous envisageons à l'horizon 2040, à peu près un peu moins de 100 milliards, un bon quart est consacré à la lutte contre le changement climatique au sens d'adaptation et d'augmentation de la résilience des réseaux face aux mêmes éléments que nous connaissons bien. Et alors, la première réponse, elle est d'ailleurs opérationnelle, hein, c'est d'avoir une force d'intervention rapide pour aller dépanner les clients lorsqu'ils ont été privés d'électricité. Et là, on a été servi ces derniers temps, puisqu'on a eu la tempête Caetano, près de 300 000 clients coupés, puis Berthe tout de suite après, puis Darag. En ce moment, on vient de finir le rétablissement des clients en Normandie et en Bretagne, et on a apporté de l'aide à nos cousins irlandais qui ont eu, eux, près de 20% de leurs clients privés d'électricité du fait de la même tempête. Ils nous avaient aidés en Bretagne l'année dernière. Ça, c'est une réponse opérationnelle. La réponse structurelle sur l'infrastructure, c'est effectivement de rénover, de rétrofiter, de moderniser, de changer les parties les plus fragiles ou les plus sensibles à ces aléas climatiques qui sont plus nombreux, plus denses, et j'ai envie de dire plus imprévisible au sens où quand on regarde les modèles de vent de Météo France 2-3 jours avant, on n'a pas toujours une prévision. On voit bien qu'il y a une instabilité de ces modèles, même si on les combine avec beaucoup de data, beaucoup d'algorithmes. L'enfouissement, c'est une des solutions. On a d'ailleurs aujourd'hui un taux d'enfouissement à peu près de 50%, à peu près 50% du réseau est aérien et le 50% est enfoui, mais quand il est enfoui, effectivement, il devient sensible aux inondations. J'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes là, des postes sources parisiens, et vous le savez, parce que vous ne voyez jamais rien à la surface. Quand vous êtes un client parisien, toutes les infrastructures sont enterrées, et aussi le poste source. Et bien celui de l'Alma, puisqu'il est en bord de Seine, vous y penserez la prochaine fois vous traverserez le pont. Il est équipé de dispositifs anti-inondation. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est Venise en tout petit. Hein. Il y a des dispositifs qui se lèvent, qui se surélèvent quand il y a un risque
de crues. Donc l'enfouissement, aujourd'hui, 95% de ce qui est construit en neuf par Enedis est enfoui, ce qui nous fait ce ratio de 50, il n'y avait que 30% il y a une vingtaine d'années. Ce n'est pas non plus possible dans toutes les circonstances, donc on modernise, on change, on rénove, et on rénove à peu près 15 000 kilomètres de lignes par an. Donc c'est un effort plus d'1 milliard d'euros chaque année qui est extrêmement important, mais on considère qu'on doit aller un peu au-delà de cela et de se préoccuper, parce que chaque territoire est différent finalement, de la déformation des territoires au-delà du seul enjeu énergétique, des infrastructures dont les nôtres, celles que nous opérons, mais aussi celles de l'eau, des déchets, et du train avec Jean-Pierre, et travailler ensemble sur chaque territoire, son adaptation, comment on va vivre, comment on va se déplacer, comment on va travailler. On ne fera pas travailler nos salariés, nos équipes, avec les mêmes vêtements de protection, par exemple, ou les mêmes horaires dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est un gros travail avec les élus locaux. Je les ai rencontrés récemment au Salon des maires. Je les ai trouvés tous très, très au fait et très préoccupés de ces évolutions qui sont maintenant. Ce n'est pas pour dans 10 ans, dans 15 ans qu'il faut travailler et changer. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, le trait de côte, c'est devenu une discussion permanente quand on parle d'implantation d'une infrastructure de réseau électrique. Tempête, inondation, la chaleur, ça vous concerne moins? J'ai quand même compris que sous le bitume, ça pouvait aussi... Ça nous concerne, c'était un risque des Jeux Olympiques qui était très fort. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Xavier, vous ne le savez peut-être pas, mais quand il y a 4 jours et surtout 4 nuits de canicule à 35-40 degrés, ça fait 90 degrés dans le sous-sol. Et donc, les câbles n'aiment pas. Voilà, 90 degrés, ils n'aiment pas. Forcément, on comprend bien. Et donc, la canicule est aussi un des risques à cause de cela, mais aussi à cause des risques incendies qui nous obligent à avoir, on en parlait aussi avec Jean-Pierre, on comparait nos politiques d'élagage avant le début de l'intervention, des politiques d'élagage et de débroussaillage très, très ambitieuses. Merci. Eh bien, nous allons donc passer au réseau SNCF et au train d'une façon plus générale. On va parler également de ces nouveaux records et c'est aussi en lien avec le changement climatique. Il faut prendre plus de trains décarbonés. Je l'entends à chaque fois que je prends le TGV, c'est le moyen le plus décarboné. Donc, prenons le train et ça fonctionne. 122 millions de passagers dans les TGV, 8% de hausse également dans les TER. Comment vous allez faire face à cet afflux constant de voyageurs tout en adaptant les trains et les réseaux également au changement climatique? Je vous réponds d'abord un petit mot pour dire que je suis très honoré d'être parmi vous. Voilà, je ne me classais pas dans les énergéticiens ou dans les électriciens, donc c'est très gentil de m'inviter. Alors bon, on est un très gros consommateur, donc ça peut le justifier. On est militant de l'électricité puisqu'on est militant du développement du ferroviaire et le ferroviaire électrique, bien sûr, c'est votre question. Et puis on a eu une drôle d'idée, on va devenir un tout modeste producteur, donc tout ça peut-être fait qu'on est là aujourd'hui, ça nous fait très plaisir d'être avec tout modeste, pas tant que ça, mais on va y revenir. Alors sur la demande, il faut se réjouir, les Français veulent prendre le train. Je pense aussi pour des raisons écologiques. Je crois que notamment dans les jeunes générations, ils n'ont pas envie de prendre les modes polluants, ils passent moins le permis de conduire, ils n'ont pas forcément envie de prendre l'avion, il y a le train. Et le train, on a de la chance dans notre pays parce que le train, il est électrique à 80%. On a encore un peu de boulot à faire d'ailleurs pour aller au bout. Il faut qu'on aille au bout de la dédialisation de nos motorisations sur les petites lignes. Et l'électricité, elle est décarbonée, voilà, vous le savez tous. Donc on ne pourrait pas dire la même chose en Chine ou en Pologne, voire en Allemagne. Donc on a de la chance. Donc on peut y aller à fond. Laissons la voiture au garage, laissons les avions pour les grands vols internationaux, prenons le train. Et les Français le font, nos TGV sont pleins, nos TER, ils marchent très bien, on manque de trains, si on avait plus de trains, je pense qu'on aurait encore plus de clients, et c'est pas fini. Moi je suis porteur, pour le coup, je suis dans la partie, est-ce que la demande va augmenter en ce qui concerne le ferroviaire? J'en rêverais, la demande en tout cas d'électricité pour qu'il y ait plus de trains. Moi je porte un projet simple, c'est x2, comme ça c'est facile pour s'en souvenir, 2 fois plus de passagers dans les trains, 2 fois plus de marchandises dans les trains, faut pas les oublier, les camions, il y en a peut-être un peu trop sur nos autoroutes, donc d'ici, alors pas tout de suite, mais d'ici 20, 30 ans, le temps de développer, faire les infrastructures, créer les conditions de ce développement. Voilà, j'y crois beaucoup. Et alors, comme il y a quelques matheux dans la pièce, le x2, c'est des multiplications de facteurs. D'abord, on peut faire passer plus de trains sur les mêmes lignes. Ça s'appelle le nouveau système de signalisation, ERTMS pour les initiés du ferroviaire. Donc 30%, 30 à 40% déjà sur les mêmes infras. Et ça, il faut qu'on le déploie. Deuxièmement, on a des trains plus capacitaires. Le nouveau TGV, c'est 20% de place en plus. Voilà, donc forcément, plus de trains et chaque train est plus
capacitaire. Et puis, c'est des boules de voies nouvelles, notamment les LGV. Le Premier ministre Jean Castex avait relancé ou a relancé les projets de grande vitesse dans ce pays, Bordeaux-Toulouse, Marseille-Côte d'Azur, etc. Voilà, quand vous cumulez ces facteurs, 1,3 fois 1,2 fois 1,3, ça fait à peu près 2. Voilà, donc le 2, c'est le résultat côté offre. Côté demande, je ne suis pas inquiet en fait. Côté demande, je suis convaincu que la politique d'offre, bien sûr avec des trains de qualité, etc., des services, des prix attractifs, l'intermodalité et tout ce qui va avec, je suis vraiment convaincu que les Français et les gens qui visitent la France, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, sont prêts à prendre massivement le train. Il y a aussi ce projet formidable des services express régionaux métropolitains autour des grandes métropoles. C'est vraiment là la bonne réponse. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix. Ils habitent à la campagne, il n'y a pas vraiment de service ferroviaire qui leur permet de laisser la voiture, donc ils prennent la voiture. Ils se tapent 1 heure, 1 heure et demie de congestion, ils ne savent pas où la garer, c'est l'horreur. Donc franchement, c'est dans les grandes métropoles françaises, proposer aux gens qui habitent autour d'un service ferroviaire dense et de qualité, ça c'est aussi quelque chose qui créera beaucoup de demandes. Vraiment, donc nous on fait partie de ceux qui disent il nous faudra du courant, donc on est vraiment solidaires de ceux qui pensent que oui, la demande d'électricité dans ce pays, elle va augmenter. En tout cas, côté ferroviaire, c'est sûr qu'on sera durablement le premier client des énergéticiens. Et je pense aussi à la multimodalité. Je prends le train assez souvent et je vois que les infrastructures pour privilégier aussi les vélos dans les gares, enfin voilà, ça se développe à vitesse aussi, à très très grande vitesse. Donc oui, nous on est des amis du vélo parce que le vélo combiné au train, ça permet de laisser la voiture au garage. C'est vraiment ça. Nous on n'a rien que de la voiture en général. On voudrait qu'il y en ait un peu moins par ménage. Aujourd'hui, le modèle un peu hérité des années 60, c'est dès que j'ai 18 ans, j'ai une voiture. C'est moins le cas en ville. Hein. On voit bien qu'à Paris, c'est plus du tout le cas. Mais il y a plein d'endroits du territoire, on n'a pas le choix. Je pense que ça serait une réussite s'il y avait toujours une voiture. Il y aura toujours des besoins, des nécessités d'avoir une voiture pour se déplacer ou pour transporter les choses un peu volumineuses. Mais si on pouvait avoir un peu moins de trains et beaucoup plus de modes doux, de vélo électrique pour aller à la gare, prendre un petit train qui va dans la grande ville, prendre le TGV, voilà, ça je pense que c'est vraiment le mode de déplacement qu'on encourage. La vie rêvée, exactement. Et tout ça électrique. Et tout ça électrique, bien évidemment. Donc on attend la livraison des futurs TGV. J'ai hâte de grimper dans ces TGV spacieux et plus économes, paraît-il. Donc c'est pour bientôt, cette fois-ci. Comment vous adaptez, vous, à ce plan d'adaptation à plus 4 degrés? Comment est-ce que vous l'anticipez? On a les mêmes problèmes que les collègues, parce que nous, en plus, on a des câbles électriques. Dont nous aussi, on a nos caténaires, on a des milliers de kilomètres de caténaires, donc c'est les mêmes problèmes de dilatation, ça n'aime pas le chaud, etc. On a des arbres qui tombent dessus, donc c'est exactement les mêmes problèmes. Donc je trouve que les arbres sont trop près des voies. Il faudrait qu'on arrive à avoir des arbres un peu plus écartés de nos voies. En plus, quand les arbres tombent sur les voies, ils cassent les caténaires, mais les trains rentrent dedans. On a eu un très gros incident sur la LGV Sud-Est qui avait échappé au sabotage miraculeusement, mais quelques jours après, c'est pris une mini tornade, comme Marianne l'a dit. C'est que Météo France a du mal à identifier ces petites tornades très localisées, mais qui dévastent tout sur une bande de terre assez étroite. Ça nous a arraché des gros chênes, des beaux chênes de 40 ans, bien sains, mais le sous-sol peut-être un peu mouillé, un vent par-dessus, boum, les chênes tombent sur la ligne à grande vitesse, un TGV arrive à 300, tape les arbres. Là, pour le coup, le TGV il est en panne, ça nous a bloqué la ligne 7 heures. Voilà, parce que les services de réparation avaient du mal à arriver, parce que les arbres étaient tombés sur la route aussi. D'ailleurs, il y a un nouveau métier à la SNCF, c'est bûcheron. Voilà, nous on a un nouveau métier, bûcheron-cheminot, parce que voilà, la tronçonneuse devient un équipement nécessaire à la circulation des trains. Voilà, j'en rigole, mais j'en rigole à moitié, parce que attention, la sécurité pourrait être en jeu. Les arbres, ça va encore, mais quand c'est des glissements de terrain, parce qu'on a ça aussi avec les inondations, avec les précipitations très importantes, les talus en terre, ils ne tiennent pas, ils glissent. Ils glissent sur les voies. Là encore, quand un talus en terre, c'est dense, c'est pas des arbres. Vous avez tout de suite quelques centaines de tonnes, voire un peu plus, parce qu'un cubage d'un talus en terre, ça va vite. Et là, les trains déraillent. Quand les trains déraillent, vous avez le bon côté du déraillement ou le mauvais. Jusqu'à maintenant, on touche du bois, on a déraillé du bon côté. En Norvège, ils ont déraillé du mauvais côté sur un glissement de terrain. Il y avait un ravin, le train est parti dans le ravin, et ça fait 3 morts. Voilà, donc il y a des enjeux aussi de sécurité, il y a des enjeux de fiabilité, des enjeux de sécurité. Donc oui, et enfin pour terminer, on a peut-être une petite particularité, je ne sais pas si vous l'avez, alors moi j'ai appris le nom de cette plante, joli nom, la renouée du Japon. Formidable. La renouée du Japon, c'est une plante importée qui a dû arriver, les graines ont dû arriver dans des valises parce qu'elle vient du Japon. C'est invasif du coup. C'est très invasif. C'est une vraie saleté. Plus vous la coupez, plus elle pousse. 10 cm par jour. La période de pousse est très importante et elle se calme que quelques semaines dans l'année. Et ça rentre partout. Ça rentre dans nos postes d'aiguillage, nos postes électriques. Donc il y a des disjonctions dans les postes. En fait, c'est vraiment terrible. On a un mal de chien à tenir la renouée du Japon. Léo se dit ça, je ne l'avais pas anticipé. Ah ouais, la renouée du Japon. Dessus. Voilà. Donc, alors d'autant plus qu'on a fait le choix, alors parce que la biodiversité, ça nous parle, on a arrêté le glyphosate, donc on n'a plus le désherbant puissant pour s'attaquer à la renouée du Japon.
Japon. Donc on est non seulement bûcheron, on est aussi jardinier. Voilà, on jardine parce qu'il faut y aller à la mimine hein, et couper la renouée du Japon. Donc franchement, on le prend avec humour, mais au-delà de l'humour, c'est une vraie préoccupation. Et tout ça, ça s'est fait en quelques mois, j'allais dire. Hein. Ça s'est accéléré d'un coup hein, et ça s'est accumulé. Inondations, sécheresse, incendie, renouée du Japon, talus de terre sur les voies. Voilà. Et c'est très préoccupant parce que ça gêne de plus en plus la circulation ferroviaire. Voilà, c'est plus marginal. Ça devient une entrave à la bonne production du service et même limite sécurité avec ces talus qui glissent sur nos voies ferrées. La ressource en eau aussi, le plan eau, là pour préserver la ressource et en même temps prévenir les canicules des voyageurs pour qu'ils aient toujours de l'eau sur eux. Ça aussi, ça fait partie de cette sensibilisation que vous menez. Oui, il y a le volet humain, parce que là, on a beaucoup parlé des équipements, mais vous avez raison, on a des clients, on a des voyageurs, on a des salariés. C'est vrai, quand il fait très chaud, c'est un problème. Hein, donc, on multiplie les fontaines à eau, hein, parce qu'il faut aussi encourager des solutions écologiques, hein, le zéro plastique. Oui. Donc, vraiment, on installe de plus en plus de fontaines à eau dans les gares. Dans les trains, c'est un peu compliqué, mais peut-être que ça viendra, parce qu'il faut que l'eau soit potable, c'est ça qui est la difficulté. Donc, on a encore des bouteilles en plastique dans les trains. Chaque train est équipé d'un stock de bouteilles de plastique au cas où. Voilà, on aurait des besoins. Oui, c'est un souci. Donc, effectivement, on l'a vu sur les JO, on l'avait préparé. Heureusement, on a eu de la chance. Il n'y a pas trop eu de canicule en France pendant les Jeux Olympiques. C'était aussi un risque qu'on avait anticipé. Mais il faut des pauses. Hein. Il n'y a pas de mystère pour nos personnels. Quand ils sont exposés à la chaleur, il faut s'arrêter un peu plus, le prévoir, avoir des zones d'ombre, de la protection, de la crème solaire, enfin, des lunettes de soleil. Il faut les protéger comme on se protégerait finalement quand on va à la plage. Il faut les protéger. La chaleur fatigue beaucoup. Donc, c'est aussi des éléments à intégrer dans l'organisation du travail. C'est aussi une manière de s'adapter au changement climatique, comme l'a dit Marianne, de repenser nos modes d'organisation. Il faut juste se mettre à leur place. Il suffit d'aller travailler 2 ou 3 heures à l'extérieur quand il fait très chaud. On a vite compris que c'est un sujet. Merci beaucoup. Premier tour de table, intense. Je vous propose de rappeler le QR code parce que nous allons prendre le temps cette fois-ci. J'ai compris où arrivaient vos questions, donc je vais pouvoir les prendre en fin de table ronde. Peut-être que si l'on peut afficher le QR code, vous pourrez envoyer vos questions. Je continue donc. Plan d'adaptation au changement climatique. On a parlé tout à l'heure de la PPE dans la table ronde précédente avec Antoine Peillon notamment. Comment les deux s'articulent et interfèrent, Sophie Moulon ? Ils ont été conçus ensemble déjà, c'est-à-dire que le plan national d'adaptation au changement climatique, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route de décarbonation, ont été conçus ensemble avec les mêmes approches, les mêmes modèles, les mêmes équipes et les mêmes principes. Donc ça assure leur cohérence. Ils ont chacun leur spécificité. Ça me permet d'ailleurs de dire et de redire, parce que c'est une question qu'on a parfois, que c'est pas parce qu'on prévoit l'adaptation qu'on lève le pied en rien du tout sur l'atténuation et sur la décarbonation. Évidemment, on fait les deux et la décarbonation reste la première priorité, mais simplement, on le voit, le changement climatique est déjà à l'œuvre, on vient d'en parler, et même si on atteint tous nos objectifs de décarbonation, les gaz à effet de serre qui ont déjà été émis font que ce changement climatique va se poursuivre, donc ça nécessite de s'adapter. Donc tout ça a été conçu de manière cohérente et Marianne, Xavier ou côté l'ensemble des opérateurs, en fait, je pense qu'à la SNCF, c'est pareil. Ça permet d'intégrer dans les investissements, dans la transformation des réseaux et des infrastructures, les deux aspects. Et dans les investissements, on l'a beaucoup travaillé avec les différents opérateurs, d'intégrer les investissements pour la décarbonation, la transformation des réseaux, Xavier l'a dit tout à l'heure, et dans ces investissements, intégrer les enjeux d'adaptation. Parce que tout ça va interagir, en fait, sur l'ensemble du système électrique, sur la production, parce que l'impact de la sécheresse ou de la pluviométrie va évidemment avoir un impact sur la production hydroélectrique, évidemment, mais également sur la production nucléaire, potentiellement. Là aussi, le fait qu'on a eu des événements extrêmes, vous aviez parlé tout à l'heure de la tempête de 99, il y a aussi eu la canicule de 2003, ça a permis déjà d'anticiper des travaux d'ingénierie, d'investissement, des travaux de jouvence, mais néanmoins, le changement climatique va avoir un impact sur la production. On sait aussi que la température ou les changements de régime de vent ont un impact évidemment sur le solaire, sur l'éolien. Donc côté production. Côté consommation, on va également avoir des impacts importants. Une augmentation de la consommation électrique qui est attendue avec les politiques de décarbonation qui inclut cette politique d'électrification dont on a tous parlé et qui est une de nos politiques prioritaires, passer de à peu près 27% d'électricité dans notre système énergétique aujourd'hui à plus de 50%,
45% de cet ordre-là demain, donc une augmentation en valeur absolue, mais les moments de consommation vont se transformer. Il fera probablement moins frais l'hiver, probablement plus chaud l'été, mais donc il peut y avoir une tentation parmi les solutions pour s'adapter, de faire plus appel à la climatisation. Le placement de la production est également susceptible de changer, et donc ça nécessite également de s'adapter. Et puis l'impact sur les infrastructures de réseau, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Donc les enjeux, c'est d'avoir ces plans de manière cohérente, avec un vrai sujet sur la qualité des données et des modélisations. On va continuer à investir sur la connaissance, on va continuer à investir sur la compréhension du fonctionnement du système, on va continuer à investir sur le recueil des données de consommation et sur la prospective pour mettre à jour ces plans. Ce sont des plans qu'on met à jour tous les 5 ans pour les mettre à jour en fonction de l'évolution des connaissances, des vraies trajectoires. On investit sur la connaissance du changement, par exemple sur l'eau, avec les études Explore 2 qui vont livrer des résultats extrêmement importants. On investit évidemment sur la modélisation, on investit sur la concertation et le travail avec les parties prenantes. Ces sujets-là sont des sujets qui font intervenir en fait un nombre très important d'opérateurs variés et de secteurs variés. On n'est plus dans un dialogue avec un petit nombre d'entreprises qui sont très importantes et avec lesquelles on a un dialogue renforcé, mais ça nécessite de l'appréhender de manière beaucoup plus globale, puisqu'on touche à nos modes de consommation, on touche à l'aménagement du territoire, on touche à la vie économique. Et puis on a le sujet évidemment du financement, vous avez posé la question tout à l'heure, qui est également abordé dans ces plans, qu'on n'aborde pas exactement de la même manière lorsqu'on est sur des secteurs régulés, secteurs sur lesquels on travaille évidemment avec la Commission de régulation de l'énergie, ou quand on est sur les investissements des collectivités, l'investissement privé, et il faut faire fonctionner tout ça de manière harmonieuse. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, on travaille avec les assurances, on travaille avec la Banque de France. Voilà, donc une approche vraiment globale, porteuse d'enjeux, de transformation pour toutes ces raisons, de changement de nos modes de consommation, d'atténuation, de décarbonation et puis de changement climatique. Merci. D'accélération des énergies renouvelables. On va voir dans un instant quel défi cela pose au réseau. La SNCF va devenir producteur. Alors, à quel 100% d'énergie renouvelable, c'est votre ambition? On verra. Oui, ça peut aller jusque-là. Il faut avoir des rêves. On a parlé d'une très belle citation, je crois, de Malraux, qui parlait de l'action et du rêve. Oui, on est là-dedans. Oui, l'action précède le rêve, ou le rêve l'action, je ne sais pas. D'abord, avant le rêve, il y a une première partie du projet. On va le faire. On va installer 1000 hectares de panneaux solaires sur nos délaissés. On a de la chance, il faut en avoir un peu. On a beaucoup de délaissés. En mal foutus, ils ne sont pas toujours très beaux. Tant mieux d'ailleurs, parce que s'ils étaient plus beaux, on aurait peut-être d'autres usages. Voilà. Donc là, ils sont pleins de ballast. On peut rien en faire d'autres, c'est pas au détriment d'autres. Ils sont moches comme tout, mais ils sont là. On a 100 000 hectares quand même. Donc vous les recouvrez. Ben voilà, tout simplement, on s'est dit, c'est QFD. Surtout, alors on a été stimulé par la crise. La montée très rapide des prix de l'énergie nous a interpellés. À 1 000 € de mégawattheure, on ne tenait pas. Le TGV devenait un produit de luxe. C'était la Rolls du déplacement. Bon, il y avait problème, quoi. Bon, heureusement pour nous, tout ça baisse, mais quand même, mais baisse pas au niveau qu'on avait avant quand même. Donc, quand on est le premier consommateur industriel d'électricité dans ce pays, 9 TWh, donc forcément, il faut faire attention à son coût, à la solidité du sourcing, à la souveraineté qui va avec. Et puis on pèse un peu sur le pays quand même. En tant qu'entreprise publique, on est bien conscient qu'on fait partie ou du problème ou de la solution, selon la manière dont on va agir. Donc pour toutes ces raisons, c'est un peu l'offre de Christophe Colomb. On a dit, mais on faisait en plus ce qu'il y a de plus idiot, on cédait parfois à bas prix de ces fameux terrains pour un loyer modeste, et des gens plus malins que nous équipaient ces terrains de panneaux solaires. On a dit, mais on est bête quand même. Pourquoi on ne le ferait pas de nous-mêmes, en gros, je veux dire. Donc voilà, donc faut pas être génial pour penser à ça, mais on y a pensé. Voilà, donc on s'est lancé. On a créé une filiale 100% SNCF, je vous rassure, SNCF renouvelable, pour équiper ces terrains. Alors en appliquant les procédures, là, le petit parcours du combattant, on le fait nous aussi. Donc on est rentré dans ce parcours il y a 1 an à peu près. Les premiers panneaux seront posés peut-être dans 2 ans, parce que voilà, ça prend du temps tout ça. On est en France, voilà, c'est comme ça. Mais on va y arriver, je pense. Mais vous êtes chez vous, ça facilite quand même. Non, on est chez nous, mais malgré ça, il faut passer par toutes les procédures. Je ne sais pas si elles se sont allégées, renforcées, chacun aura son avis. Bon, voilà, chacun appréciera la situation. Nous, on passe là-dedans, mais on va y arriver parce que on a 1000 hectares qu'on a déjà identifiés. Donc là, on va vraiment y arriver, il n'y a pas de problème. Donc ça nous met à 2030, 2032. Ça fait 15 à 20% de notre consommation.
Voilà, on va commencer par les bâtiments parce que c'est plus simple, c'est l'énergie de traction qui est plus compliquée, mais tout ce qui est bâtimentaire, c'est à peu près ça, à peu près qui est la bonne quantité. Ça, c'est une étape simple entre guillemets. La deuxième étape, alors on verra où on en est hein, en 2030-2032. Est-ce que la France produit beaucoup d'électricité ou pas, suffisamment ou pas, on verra. Si on était dans la situation qu'on a connue où il y a une tension sur la production, ça peut avoir le coup de continuer. Et alors là, on a besoin de technologie. Alors cette technologie, on n'est pas la seule à la chercher. D'ailleurs, on fait ça avec les constructeurs. C'est des panneaux solaires longitudinaux, parce que ce qui nous caractérise, le passage à 100 000 hectares, donc il faut passer à 10 000, de 1000 à 10 000, il faut des longs panneaux solaires. Ça, c'est pas tout à fait au point encore, donc il faut qu'on y travaille dessus, mais il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Alors si on y arrive, là pour le coup, on peut arriver à 10 000 hectares. 10 000 hectares, c'est 10 fois plus. Donc, on arrive à couvrir notre consommation. Alors, attention, ce n'est pas bijectif, parce que nous, bien sûr, c'est du solaire. Donc, c'est quand il fait soleil ou quand il fait jour. Et je prends le train la nuit aussi. Hein, donc, il y a le stockage. Oui, voilà, le train de nuit, ça ne marche pas. Donc, c'est sûr qu'il faudra passer par du stockage. C'est sûr qu'on ne sera pas... c'est pas de l'autoconsommation directe. Hein, il faudra qu'on achète et qu'on revende. Voilà. Mais cette perspective, on l'a en tête. Donc, l'option, la vision qu'on pourrait être autosuffisant, en tout cas en quantité, à l'horizon 2050, elle est possible. Voilà. C'est un sacré game changer. C'est un game changer pour nous, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est beaucoup moins exposé aux aléas des prix de l'électricité. C'est quand même pas négligeable, hein, puisqu'on achètera à notre coût de production, en gros, c'est ça l'idée. Et deuxièmement, pour le pays, si tant est qu'on a une situation où on est en tension de production, ben c'est une bonne nouvelle que son plus gros consommateur se débrouille, quoi. Voilà, ça soulagera d'autant le besoin de production. Voilà, donc tout ça, et ça a été assez bien accueilli par les pouvoirs publics, bien évidemment. Et donc, on va piloter ça. On observera avec attention les rapports d'RTE. On sera très attentif aux prévisions successives d'RTE qui nous dira il y en a trop, il n'y en a pas assez, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous travaillez justement avec les... Oui, avec Enedis beaucoup. Nos projets, ils sont incontournables. Hein. Alors, RTE aussi, c'est RTE qui nous livre l'électricité de traction. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est notre fournisseur. On est raccordé à RTE pour l'énergie de traction. Et Enedis, on en a absolument besoin, bien évidemment. Quand on a un produit d'électricité, il faut passer par le réseau Enedis. Donc voilà, on suit les procédures comme tout le monde et on respecte les règles. Je pense à quelque chose, on pourrait peut-être mettre un data center, non, en même temps, parce qu'on s'est posé la question des data centers qu'il fallait relocaliser. On pourrait les mettre sur les délaissés, là, avec des panneaux solaires exact. Dessus. C'est aussi une source de business potentielle. On est dragué par pas mal de gens qui veulent installer. Parce que nos délaissés, quelques-uns ont la bonne idée d'être pas trop loin des centres-villes. Ah, alors là, il devient très, très, très intéressant. Alors, il y a le logement aussi qui peut être une alternative. Mais si c'est pas du logement, pourquoi pas héberger. Alors, le coût du loyer monte. Hein. Là, c'est sûr que... Voilà. Et bon, donc, on a plein d'idées. Le sol devient un enjeu stratégique. Enfin, on avait un peu oublié tout ça. Mais c'est le grand retour. Le sol, la propriété du sol, le fait de disposer de sol est un enjeu stratégique majeur. Eh bien, merci pour cette impulsion. Alors, justement, qui est directement liée aux enjeux pour Enedis. Au troisième trimestre 2024, Enedis a dépassé le million d'installations d'énergie renouvelable raccordées au réseau public de distribution, dont une large majorité d'installations photovoltaïques, puisque là, il ne s'agissait que de panneaux photovoltaïques, hein, pas d'éoliennes pour l'instant, donc 10 panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous arrivez, Marianne Legnaud, à suivre ce rythme intense de raccordement ? Oui, parce que 2024, et on en est très fiers, ça sera pour nous un double record hein, du côté de la production et du raccordement de la production. Je le rappelle, nos investissements, on a parlé du premier objectif, c'est la résilience des réseaux. Le second, c'est raccorder de la production renouvelable. Et le troisième, c'est raccorder des nouveaux usages de l'électricité. Et ça fait... avec l'adaptation des réseaux nécessaires, évidemment des moyens informatiques, des moyens humains. C'est l'essentiel de nos trois leviers d'investissement. Donc sur le deuxième, la production renouvelable, vous l'avez dit Karine, on va atteindre ou même dépasser 5 gigawatts de production renouvelable raccordée au réseau distribué opéré par Enedis en fin 2024. Il faut se dire que c'était 2 gigawatts en 2019, hein, donc avant Covid, donc de 2 à 5 en 3 années pleines, on voit l'extraordinaire saut et mobilisation de moyens humains, de moyens financiers pour réussir cela. Ça correspond en stock, si je puis dire, effectivement à 1 million de producteurs renouvelables raccordés, dont 60% sont des autoconsommateurs. Donc ça, c'est important et c'est très nouveau aussi. Et des autoconsommateurs quand même reliés au réseau. Enfin, ils peuvent faire les deux. L'autoconsommateur, il est relié au réseau. Il n'est pas coupé du réseau. La molécule, l'électron, tout ça, ça se promène pas tout seul en l'air dans la nature. Il ne le garde pas juste pour lui. Il le partage. Il faut que ça soit connecté à un réseau et transporté, distribué par
par lui. Et au contraire, le réseau, il rend possible l'autoconsommation, en particulier collective. Et le compteur Linky permet d'avoir un seul compteur qui compte la production et la consommation du client. Donc ça, c'est du côté de la production, ce record. Mais c'est aussi un record du côté de la consommation, dont on a beaucoup parlé à l'instant, et ce matin, je crois aussi, puisque ça sera aussi 5 gigawatts de raccordement de mobilité électrique. Et la France compte aujourd'hui 2,2 millions de points de charge ouverts au public, de recharge ouverts au public. Ça nous met quand même numéro 2 derrière les Pays-Bas. Je pense que c'est... Et c'est qu'un début, puisqu'on a fait 10 000 raccordements de mobilité électrique et on fera x2 d'ici 2027. Donc ça, c'est important. Et puis, ça ne nous empêche pas de travailler sur les flexibilités. Jean-Pierre disait qu'il était autonome. Enfin, il faut qu'il y ait quand même du soleil, Jean-Pierre, pour que tu sois autonome. Et donc, la flexibilité, c'est aussi se dire finalement toute cette production solaire, comment on l'intègre au réseau, comment on la pilote, et ça suppose, et on travaille beaucoup avec Xavier sur ces dimensions-là, à la fois pour l'équilibre offre-demande, pour les besoins du réseau, mais aussi pour mettre à disposition des services de flexibilité à nos clients. Et elle aussi, elle doit être raccordée au réseau. La flexibilité, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui se promène en l'air. Donc, ça suppose là aussi d'investir pour, ne serait-ce que pour la rendre possible. Mais je pense qu'un des leviers importants, Emmanuelle Vargon, la présidente de la CRE, l'a mentionné, c'est d'essayer de mieux faire coïncider la production, en particulier solaire, et la consommation. Et donc, de travailler à déplacer les heures creuses, heures pleines. C'est un projet sur lequel on travaille ensemble. Ça sera un gros projet, évidemment, aussi avec l'ensemble des fournisseurs pour rendre utile cette cloche solaire qu'on va observer de plus en plus. D'autres pays sont très en avance, entre guillemets, l'Australie ou d'autres. Mais chez nous aussi, ça commence. On a déjà eu 5% d'heures en prix négatif cette année. Et donc, le déplacement des heures creuses, heures pleines, le développement de la flexibilité est une des réponses à cela. Merci. Côté RTE, Xavier Piéchazy, quels sont vos enjeux pour justement assurer toujours l'équilibre du système électrique en intégrant de plus en plus d'ENR? Bon, déjà, effectivement, bien gérer le réseau, c'est déjà se préoccuper donc d'avoir une infrastructure qui est bien dimensionnée. Donc bien dimensionnée, ça veut dire bien maillée au bon endroit, en se protégeant de ce que génère la dérive climatique, mais bien dimensionné parce que tout ça, c'est des nouveaux flux qui se déplacent. On parle pas mal de la courbe de consommation de la France en ce moment, atone, trop basse. Certes. Je voudrais vous donner un chiffre quand même pour nous mettre du baume au cœur sur le raccordement des industriels. On a passé 20 gigawatts de contrats de raccordement avec des industriels sur le sol français. 20 gigawatts. La pointe de consommation de l'industrie en France, c'est 15 gigawatts. Donc ça veut dire qu'il y a 20 gigawatts d'industriels, de centres de données aussi, qui ont signé des contrats avec nous pour avoir des raccordements et pour consommer demain. Je vais juste dire ça. Le nombre d'études exploratoires qu'on fait pour accueillir des nouveaux clients est passé en 2023 de 1300 à 2024 2800. On est dans ces ordres de grandeur-là. Donc certes, la consommation est atone. Enfin, il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Ça arrive et ça doit arriver. C'est une première chose. Donc le raccordement des industriels, pour ça, on prééquipe un certain nombre de zones industrielles avec des très grosses prises multiples, un peu plus onéreux que la prise multiple que vous achetez chez le quincaillier, pour ne pas citer de marque. Mais c'est le même principe. On fait ça à Fos, à Dunkerque, au Havre, à Saint-Avold, à Saint-Nazaire, etc. pour l'accueil des gros industriels. Ça, c'est pour la conso. Bien évidemment, comme Marianne, je ne m'étends pas, on raccorde pour la production d'énergie renouvelable, mais on prépare aussi le raccordement des EPR 2 à partir de 2035, parce que ça, c'est un gros apport d'énergie. Puis entre la consommation et la production, on renforce la colonne vertébrale du système électrique français, parce qu'il faut bien que tout ça circule sur des énormes lignes à 400 000 volts. Voilà ce qu'on fait. Donc ça, c'est une première manière de gérer, ce qui explique
le dimensionnement, les nombreux zéros qu'on voit dans nos plans d'investissement de Marianne et de moi. La deuxième manière de gérer ce système électrique qui mute et qui doit gérer aussi les modifications climatiques, c'est de bien gérer les grandeurs électriques. Alors comme je suis à l'UFE et dans E, il y a électricité, ça veut dire bien gérer la fréquence, la tension et l'intensité. On se prépare, nous, à avoir un système électrique avec des outils qui est à la fois capable de gérer plus de consommation, plus de production, mais aussi capable de gérer plus d'aléas dus au réchauffement. Par exemple, lorsqu'il fait vraiment très chaud, il faut qu'on anticipe le fait que le parc nucléaire peut avoir des sujets de ressources en eau. On anticipe aussi des modifications de production sur le solaire lorsqu'il fait vraiment chaud, mais qu'on anticipe aussi une modification de la manière dont les gens consomment. Donc ça, on le prévoit dans nos outils pour gérer nos grandeurs électriques. À cet égard, je veux vous dire qu'on fait deux choses. Je voudrais dire un mot sur les flexibilités. Je crois que vous avez parlé du stockage ce matin. Donc je veux vous dire que dans ces outils, et pour gérer ces trois grandeurs électriques, il y a bien évidemment l'urgence à ce qu'on développe des flexibilités. Les flexibilités, ce n'est pas que le stockage, même si c'est important, il y a une grosse flexibilité. Donc Emmanuel en a parlé tout à l'heure, je la remercie. C'est aussi la flexibilité de consommation, qui a l'opération des heures pleines et des heures creuses. Je veux pointer parce que je suis aussi président de Think Smart Grid, après Marianne, qu'on a lancé Flex Ready, qui est une manière de piloter l'ensemble des bâtiments tertiaires en France. Et ça va participer à ce qu'on gère mieux le système électrique demain. Puis il y a une deuxième manière de bien gérer ce système électrique qui est à la fois dans une phase de croissance et qui doit se confronter au chaud, au vent et à l'eau. C'est qu'on progresse dans le fait que tous les acteurs qui sont sur le système électrique ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Historiquement, ce n'était pas le cas. On a entamé un long chantier avec Marianne et notamment les syndicats de production d'énergie renouvelable pour que tous les acteurs qui soient connectés sur ce grand système aient les mêmes droits, les mêmes devoirs. On est plus que bien engagé. Moi, je pense qu'on a fait l'essentiel du chemin et donc c'est bien parti. La question aussi dans la table ronde Europe ce matin, Xavier Pichazik posait la question des interconnexions à l'échelle européenne. Renforcer les interconnexions pour avoir des flexibilités de façon plus large avec nos voisins. Est-ce que là aussi vous avez prévu de favoriser ces interconnexions encore davantage? Je sais qu'il y a pas mal de travaux déjà de prévus. Alors je vais être très court. La réponse est oui. Nous avons des projets d'interconnexion. Aussi parce que l'interconnexion, c'est une des flexibilités les moins chères. Et donc, c'est important qu'on les développe. Et accessoirement, donc en ce moment, c'est bon pour le commerce extérieur français. Vous l'avez remarqué. Et oui, tout à fait. Alors, des questions. Je prends vos questions. Il y en a un certain nombre. Il y en a beaucoup pour vous. Alors, il y en a qui sont peut-être pas forcément très en lien avec la table ronde, mais je vais essayer d'en trouver. Voilà. Alors, SNCF devient producteur d'électricité. Comment ceci serait décliné sur le plan opérationnel et quel rôle joue SNCF Renouvelable dans cette stratégie? Et il y a aussi une question qu'on peut relier. Vous avez vendu la Chem. Est-ce que vous regrettez de ne pas être resté dans l'hydraulique? Est-ce que vous auriez des velléités? Oui, non, moi je ne suis pas si fort. Vous savez, à l'époque, c'était une décision fondée. C'était, l'époque, l'électricité était abondante, elle n'était pas chère. Il fallait mettre beaucoup d'argent dans les centrales hydroélectriques dans les Pyrénées. Ce n'était pas le cœur de métier de la SNCF qui avait d'autres besoins. Voilà, c'est une décision rationnelle. Après, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on peut refaire le match. Mais bon, voilà. Donc, notre réponse, on ne fera plus de barrages hydroélectriques. Ça, c'est non, c'est les panneaux solaires. Voilà, on repart pour une aventure. On verra comment tout ça évolue. Donc, il n'y a pas de regret. Il y a une nouvelle opportunité. Oui, c'est SNCF Renouvelable. C'est notre filiale qui démarre. Donc, d'ailleurs, son patron qui est là. Donc, il y a une petite équipe. Donc, ils démarrent. Donc, ils sont en train de. C'est eux qui sont donc chargés par le groupe d'être notre producteur d'électricité. Je pense que venu, on cherchera des partenaires, on commence tout seul parce qu'on peut, au début on commence par le plus facile, mais bien évidemment quand on va monter en charge, et c'est pas du tout exclu qu'on cherche des partenaires industriels, financiers, des montages, travailler avec les collectivités par exemple, je crois que c'est un thème aussi qui a été évoqué. Voilà, on est assez souple dans la manière d'avancer, ça sera pas d'ailleurs une seule manière, on peut tester, ça fait partie aussi du projet d'être un peu multiforme dans la manière de s'installer, de se développer sur les territoires.
Alors, une autre question. L'augmentation du trafic ferroviaire sera donc très difficile. Le coût, mais aussi surtout la gouvernance pour décider des nouvelles infrastructures. Faire x2, est-ce bien réaliste? Avez-vous un plan pour faire x2? Moi j'ai le moral, hein, je sais pas, cette personne elle n'est pas un peu pessimiste, il faut pas. Non, il faut en revenir au fond. Hein. Moi j'ai un raisonnement simple, hein, parce que c'est les compliqués, il n'en avance pas. On a parlé de transition écologique, parce que l'électrification, les usages électriques, c'est pour ça au fond qu'on fait ça, hein, sinon on ne le ferait pas. Enfin, en tout cas, bon, c'est ça la raison principale. Donc on y croit ou on n'y croit pas. Si on dit que c'est bidon, que ça ne sert à rien, dans ce cas-là, oui, le ferroviaire peut rester ce qu'il est et croître un peu comme le PIB, comme il a fait pendant des années. Ou on dit que c'est important. Il faut vraiment qu'on s'en occupe. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Les transports, la mobilité, c'est le premier poste émetteur. Et c'est celui qui continue à émettre en plus. On est un peu en échec collectif là-dessus, hein, partout dans le monde d'ailleurs. L'industrie a fait des efforts, il y a plein d'endroits qui ont fait des efforts, pas nous le ferroviaire, hein, nous on est bon. Mais d'une manière générale, la mobilité, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que les modes dominants sont les modes polluants. Voilà, c'est la route, hein, voiture particulière et camion, 80-85% du marché. Alors on va dédiéliser les voitures, enfin on va y arriver à électrifier les voitures. Les camions c'est plus compliqué si on est honnête. Hein. Bon voilà, moi je pense que les camions c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de masse qu'il faut transporter. Solution hydrogène, production d'hydrogène, enfin pas simple. Voilà, les voitures on y arrivera, quoique il y a plein de sujets de charges, de prix, etc., de l'industriel, enfin voilà. Et l'avion, alors l'avion c'est pas mon concurrent direct, donc j'en parle même pas. L'avion, allez, n'en parlons pas. Voilà, l'avion c'est un autre sujet. Voilà, donc si vraiment on veut aller vite, il y a ce mode ferroviaire qui est là, qui peut déjà faire beaucoup de choses, même à infrastructure constante. J'ai dit 1,3 fois 1,2 hein, entre le RTMS d'un côté, c'est des investissements accessibles et les trains plus capacitaires, ça fait déjà beaucoup de trafic supplémentaire quand même. Après, il faudra bien investir dans quelques lignes, parce que en plus le ferroviaire, non seulement c'est bon pour la transition écologique, c'est bon aussi parce que honnêtement, si la mobilité augmente, moi je crois qu'il n'y aura plus beaucoup d'autoroutes dans ce pays. Moi, je crois qu'on n'y arrivera plus. Regardez la Toulouse-Castres, à quel point c'est compliqué d'y arriver. Les aéroports, n'en parlons pas. Donc, si la mobilité augmente, je pense que le ferroviaire, c'est peut-être, et encore, ça ne sera pas facile, le mode où on arrivera à avoir consensus pour créer des lignes nouvelles. Et ça ne va pas être simple, même là. Donc, franchement, face aux besoins de mobilité, je pense que c'est important. Et puis, il y a le camion. Le camion, je ne sais pas vous, mais moi, une file entière de camions sur les autoroutes, ça commence à être pénible, quoi, je veux dire. Dans la perspective que si on les met rien, sur les trains. Oui, par exemple, oui. On sait ce qu'on fait, on met des remorques sur les trains, exactement. Moi, je pense que c'est d'intérêt général, c'est d'utilité publique de créer les conditions de marché d'abord et peut-être d'aide publique, validée par Bruxelles, pour qu'il y ait un peu de déformation et un peu plus de marchandises dans les trains et un peu moins dans les camions, quoi. Voilà, donc moi je suis optimiste parce que, alors il y a peut-être une période un peu compliquée, la période qu'on va vivre là pendant 2 ans, 3 ans, on a tous compris que l'argent public, ça allait être difficile, hein, au niveau national, au niveau local, on l'a compris. Mais on ne fait pas des politiques de long terme, on ne fait pas des stratégies avec des petites difficultés conjoncturelles. Voilà, moi je pense qu'il faut voir grand, il ne faut pas renoncer à la transition écologique et à ce qui va avec. Voilà, et dans ce qui va avec, le ferroviaire pour moi est dans la solution. Alors, on en profite, c'est une dernière question pour vous. À quel prix? C'est-à-dire que comment on incite les voyageurs? Certains se plaignent encore des tarifs trop élevés, notamment pour le TGV. Je vois que vous avez fait quand même beaucoup d'efforts sur les trains de nuit, sur des solutions alternatives, maintenant qui sont proposées dans les applications. Est-ce que ce tarif est suffisamment incitatif pour embarquer tout le monde? On parlait de transition juste tout à l'heure. Voilà, est-ce que c'est accessible aujourd'hui de prendre le train? Je pense qu'il n'y a pas une table ronde où j'ai pas droit à la question sur les prix. Il y a un lien avec le sujet, donc je l'accepte bien volontiers. Bon, les prix. Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre? D'abord, je vais vous dire, on se le redit, le TGV n'est pas un service public. Il y a 0 subvention pour le TGV. Donc, il faut que je gagne ma vie avec les TGV. Il faut que ça couvre mes coûts. Ça coûte cher un TGV. 35 millions d'euros la rame. Et les lignes en dessous sont des lignes très performantes. Il faut mettre de l'argent dans la ligne à grande vitesse pour rouler à 300 km/h. Puis je le dis au passage, le TGV, c'est une Formule 1. S'il n'est que la Formule 1, il y a un pilote avec un casque. Vous, quand vous êtes vous roulez à 300, c'est vite qu'une Formule 1 en buvant le café. Donc voilà, donc vous avez la performance d'une Formule 1, pas au prix d'une Formule 1. Les prix du TGV. Le TGV, d'abord, le TGV sont pleins. Donc ils rencontrent des clients. Et les clients sont prêts à payer les prix des billets pour monter dans les trains puisqu'ils sont pleins. Deuxièmement, on peut avoir des prix pas trop chers. Il faut s'y prendre tôt. D'ailleurs, il faut voir, quand on ouvre à la vente, il y a des pics d'appel sur nos sites de réservation. Donc on peut trouver des prix assez bas. On a Ouigo, et Ouigo, on a décidé de l'augmenter. Stratégiquement, on va acheter des TGV. Bonne nouvelle pour l'industrie française, puisque je trouve que c'est Alstom qui va les fabriquer. On a passé une commande de 115 rames.
3,5 milliards d'euros, dont nous aussi on investit assez fortement. Et à travers cette arrivée de ces nouveaux trains, on va augmenter le mix en faveur de Ouigo. Donc quand tous les trains seront arrivés, ça va pas prendre quelques années, il y aura 30% des places à grande vitesse de la SNCF qui seront des Ouigo, donc à des prix bas. Donc vous voyez qu'on ne lâche pas l'affaire. Et donc il y aura en gros, quand vous rajoutez les prix bas des Inouïs, une place sur 2 dans le TGV français qui sera à des prix modérés. Voilà, donc on ne lâche pas le truc. Par contre, si vous attendez le dernier moment, d'ailleurs vous ne trouverez pas de place au dernier moment, si vous attendez l'avant-dernier moment, là oui, un vendredi soir, les prix sont élevés, ça s'appelle lead management. Je rappelle qu'on a besoin de gagner de l'argent pour investir. Moi, comment je fais pour investir? Ou je m'endette. C'est plus de mise, hein. Je crois que l'endettement, on n'a plus envie. Moi d'ailleurs, voilà, c'est plus mon boulot de m'endetter. Ou je gagne ma vie, avec les produits, je peux gagner ma vie pour faire de l'EBITDA et du cash flow pour investir. Et j'ai besoin d'investir dans les infrastructures pour s'adapter au changement climatique, dans les TGV pour offrir plus de place. Eh bien merci, voilà, ça c'est dit. Nous allons donc plus avoir aucune raison de ne pas prendre le train maintenant. Est-ce que le plan d'adaptation, vos infrastructures, vous les prévoyez vraiment à 4 degrés, nous demande-t-on? Est-ce que c'est vraiment... pourquoi 4 degrés? Est-ce que c'est pas un peu moins, un peu plus? Voilà, quelles sont les préconisations et peut-être... Alors pourquoi 4 degrés? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça correspond au scénario tendanciel du GIEC, c'est-à-dire le scénario où les pays dans le monde font ce qu'ils ont dit et pas plus. Donc un scénario relativement pessimiste, mais qui n'est pas le plus pessimiste d'entre tous. Et l'Europe, et particulièrement la France, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Donc ce scénario à 3 degrés du GIEC, il correspond à un scénario à 4 degrés en France. On a beaucoup tourné autour de cette question ces dernières années. Le choix a été fait de mettre ce scénario en consultation il y a 2 ans. Il y a véritablement eu un consensus sur le fait que c'était ça, la bonne approche de priorisation des investissements dans l'adaptation. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, Météo France en particulier a fait un très gros travail de territorialisation et puis sur chaque type d'événement climatique pour expliquer en quoi ça consiste. Donc oui, on a écrit à l'ensemble des opérateurs, ceux qui sont à cette table ronde et un certain nombre d'autres, pour leur demander de faire leur plan de vulnérabilité et leur plan d'adaptation à ce niveau-là. Et on a également des travaux en cours pour rentrer dans les normes de construction, d'investissement, de conception, dans les textes réglementaires de référence, cette trajectoire comme étant la trajectoire de référence pour tous les investissements. Xavier Pichazi, vous sautiez... Oui, je voulais dire que nous avons fait notre plan, mais c'est un 4 degrés en moyenne. En fait, quand on est un gestionnaire d'infrastructure, Jean-Pierre, Marianne et moi, il y a le sujet de la moyenne, certes, mais il y a le sujet de ce qui se passe localement. Hein, moi, mes problèmes, ils sont souvent dans le sud-ouest, là où il y a le plus de bulles d'eau chaude sans vent très intense. Les inondations, c'est pas partout, mais on espère que ce sera pas partout. Donc, en fait, ce qui est compliqué, ce que nous faisons, c'est d'anticiper des investissements maintenant en se projetant le plus loin possible. Nous, on essaye de durcir notre programme d'investissement d'ici 2040 en localisant les différents enjeux. Et c'est ça qui est compliqué parce que c'est une vraie question scientifique. Du coup, il faut bosser avec des climatologues, des météorologues, ce qui n'est pas le même métier, et des spécialistes des matériaux pour qu'on sache comprendre la conséquence de ce qui se passe et de faire les bons gestes d'investissement maintenant, parce qu'on sait que les investissements qu'on fait maintenant, il faut qu'ils durent longtemps. On ne va pas recommencer tous les 5 ans. Hein, donc il faut qu'on ait un minimum de visibilité et qu'on dérive. Comment vous les priorisez aussi? Comment vous les priorisez? Parce que vous ne pouvez pas tout renouveler en même temps. Donc c'est aussi cette modélisation nécessaire pour prioriser. Absolument, cette modélisation, elle permet de commencer par ce qui est le plus exposé, soit donc à la question du chaud, soit à la question de l'eau. Et en fait, c'est comme ça qu'on trie, c'est comme ça qu'on se projette. Il faudra de toute façon qu'on reste agile. Lorsqu'on est un opérateur d'infrastructure, on ne peut pas planifier ces investissements jusqu'à 2100, ça n'a pas de sens. Donc il faut le faire par séquence, tout en s'adaptant au fur et à mesure du temps et en constatant les conséquences locales de ce changement climatique. C'est ça qui compte. Je me demandais s'il y avait des moments où vous étiez obligé d'arbitrer. Je pensais au bitume, enterrer des lignes, ça préserve des tempêtes, mais en même temps, le bitume, ça accentue la chaleur. Est-ce qu'il y a des moments où il faut trouver la moins mauvaise des solutions ?
Non, je pense que c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un scénario global, c'est des températures, et on regarde aussi des fourchettes basses et hautes. Hein. On n'est pas que sur un chiffre, mais c'est surtout des territoires donc des états de réseau qui peuvent être très différents, parce que en Dordogne, c'est très boisé, en Bretagne, il y a beaucoup de fils nus, en zone urbaine dense, on a un programme spécifique, parce que quand vous êtes en Île-de-France, s'il y a un incident, ça fait beaucoup de clients coupés, alors que le même incident, au fin fond d'un territoire rural, ça aura moins de conséquences. Il ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir non plus. Donc c'est vraiment très territorialisé en fonction de la démographie, de l'état du réseau, des investissements déjà faits, des régimes de vent, des inondations possibles et de leur impact. Ce sont des modèles assez sophistiqués, mais effectivement, qui sont d'ailleurs en partie contractualisés avec les collectivités locales dans une vision commune et partagée. Et c'est toute ça la beauté. Et donc, non, on espère pas avoir se retrouver. Et donc, c'est pour ça qu'on a un dialogue riche et intense avec notre régulateur, pas se retrouver en contrainte d'arbitrer sur des objectifs aussi importants entre eux. Parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, nous sommes des infrastructures de services publics. Nous travaillons à très long terme. On ne va pas déplacer un poste source qu'on a reconstruit ensemble dans 2 ans parce qu'on s'est trompé sur le trait de côte, par exemple. Donc ça, c'est pas possible. Et parce que notre boulot, c'est d'anticiper, mais anticiper et prioriser. Et donc, tout ce qui nous aide à prioriser est le bienvenu. Alors peut-être une toute dernière question, c'est la question des compétences. Quel impact sur les recrutements, les profils, les métiers recherchés? Voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers dont vous avez besoin, qui sont particulièrement en tension? Moi, je voudrais dire, mais très rapidement, qu'on parle beaucoup d'investissement, de projection, donc de technique et d'opération. C'est tout à fait légitime. Mais pour réussir tout ça, il y a 2 autres conditions. C'est une filière industrielle, une supply chain localisée en France et en Europe qui puisse répondre à nos demandes. Nous, on vient de signer en 2024, c'est 3,6 milliards d'achats à des équipementiers, 2,4 milliards d'achats à des entreprises de travaux. Donc c'est du 6 milliards d'achats en France. Côté des travaux, c'est 50% pour des TPE, PME. Côté des équipements, c'est 2 tiers de produits français, 1 tiers de produits européens. Et moi, je ne vais pas couper les arbres ou me délocaliser en Allemagne au hasard. Donc c'est bien de l'investissement en France. 40 000 emplois Enedis, c'est 60 000 emplois indirects qui sont maintenus, entretenus, créés sur le territoire français. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. On l'a un peu trop oublié. Et eux-mêmes ont des problèmes ou des soucis d'approvisionnement de leur propre chaîne, en matériaux, etc. Donc il faut avoir cette vision industrielle. Et l'autre, c'est les compétences. La filière des réseaux électriques qu'on essaye de coordonner et d'animer avec Xavier, c'est pas juste Enedis et RTE, c'est 1600 entreprises qui représentent 100 000 emplois et qui doivent recruter 10 000 salariés nouveaux dans les 3 ans qui viennent. Et c'est vrai aussi, évidemment, c'est un gros tiers pour Enedis. Ça, ce sont des compétences techniques. Et nos métiers ont profondément évolué dans leur rôle, dans leur mission, dans leur technicité, leur complexité. C'est des métiers avec l'intelligence artificielle, de la donnée. La représentation collective de ces métiers n'a pas suffisamment évolué. Donc c'est à nous de la faire changer en travaillant avec des partenariats avec les lycées pro, les bacs pro, les BTS, pour attirer ces futurs salariés dans nos métiers. Donc filière industrielle et compétences, si on n'a pas ça, on n'y arrivera pas. Donc un enjeu majeur. Vous rencontrez cet enjeu de compétences aussi dans votre nouveau métier notamment? Oui, bien sûr. Moi, je voudrais dire, c'est les nouveaux métiers, on va être concret. On a parlé de l'eau. Nous, maintenant, on a nos établissements qui s'occupent de la maintenance du réseau. On appelle ça des infra-pôles, qui sont des pôles qui s'occupent des infras. Il y a des ingénieurs hydrologiques maintenant dans chaque établissement.
Parce que la captation de l'eau, qu'est-ce qu'on fait de l'eau, comment on équipe, etc., comment on anticipe les inondations est devenue une compétence clé. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et c'est systématique. C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie des compétences de base. Pour s'occuper d'une infrastructure ferroviaire, il faut être capable d'anticiper sur les problèmes hydrologiques. Voilà, donc, et on est à 2 doigts de faire pareil sur la végétation. On a quelques spécialistes, mais pas assez. Je pense qu'on va aussi, je le disais en rigolant pour démarrer, mais oui, il va falloir que pour s'occuper d'une infrastructure qui est en pleine nature, il faut donc être capable d'anticiper sur ce que fait la nature. Et je pense je vous fais le pari que très rapidement, comme on a un ingénieur en charge de l'eau ou une ingénieure, on aura aussi quelqu'un en charge de la végétation et du système végétal autour de l'infrastructure. Donc il se passe des choses et on en apporte des réponses par les compétences. Marianne a raison, ce qui renvoie au problème des filières, hein, donc ça c'est aussi un vrai sujet. Voilà, le sujet des comment on fabrique ces compétences. Est-ce que l'éducation nationale nous les fabrique? C'est pas sûr. Hein. Donc il faut qu'on se bouge là aussi et on a besoin des pouvoirs publics d'ailleurs sur ces sujets-là, pour de l'interministériel avec tous les organismes qui doivent nous aider à fabriquer ces compétences dont on a déjà besoin, dont on aura encore plus besoin. Voilà, former ses propres compétences, Xavier Piéchazic. Oui, ce qui est intéressant, c'est que à la fois l'électrification des usages et l'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose de très compliqué. Donc il faut des gens qui sont très compétents, très diplômés, etc. Mais ça demande aussi beaucoup de main-d'œuvre. Voilà. Et en fait, ça demande de tout. Et lorsqu'on fait nos différentes additions avec Marianne de notre filière, c'est-à-dire nos futures embauches, ce dont on a besoin chez nous, chez nos fournisseurs de fournisseurs, etc., on arrive à des chiffres de besoins d'emploi entre 8 000 et 12 000 par an. Pour l'ensemble de la filière réseau, c'est absolument considérable. Et ces futurs salariés-là, pour le moment, ils n'existent pas complètement. Ils sont peut-être pas tous nés, en tout cas ils sont nés tous, enfin ils sont peut-être encore un peu jeunes, on va dire ça. Mais en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera demain un secteur pour de la reconversion. Voilà. Et je pense qu'on saura offrir demain chez nous, à tous les niveaux, de la reconversion, d'emplois industriels, par exemple. C'est un choix et je crois qu'on ne pourrait pas faire vraiment autrement parce qu'on ne veut pas exiger de l'éducation nationale, même si on l'appuie avec Marianne, si on crée nos propres écoles, etc. Les chiffres sont tellement gigantesques qu'il faut qu'on envisage ça. Merci beaucoup. Sophie Mourlon, oui, pour conclure, Marianne Hénault, vous souhaitez aussi dire un mot à la fin? Et je vous laisse Sophie Mourlon la fin. Je crois qu'on a fait vraiment un vrai tour et que ce que nous, avec la diversité des sujets qu'on a abordés, c'est que notre rôle, c'est évidemment un rôle technique, opérationnel, mais c'est aussi un rôle environnemental, social, sociétal. Et c'est ça qui fait la beauté, je pense, avec Jean-Pierre, avec Xavier, avec Sophie, évidemment, des missions de service public qui nous animent. Et tout ça projeté donc avec des gros enjeux opérationnels de court terme qu'il faut régler, mais surtout en ne les sacrifiant pas, la préparation de l'avenir qui est notre mission en fait. Merci. Alors Sophie Mourlon, voilà, on arrive à la fin de cet échange. Oui, merci beaucoup. Pour rebondir sur tout ce qui a été dit, je voulais reprendre effectivement quelques idées. Ce que Marianne vient de dire, le court terme, le très long terme, il nous faut en permanence articuler ces enjeux. Le fait que pour ces grands défis qui nécessitent de la modélisation, des régulations complexes, beaucoup de sujets très complexes, on a aussi et avant tout, et c'est au cœur de tout ce qu'on fait, des sujets physiques. Et je voudrais reprendre ce qui a été dit, c'est que aujourd'hui, la principale limite dans toutes ces transformations, c'est la capacité à faire physiquement. Bien sûr, il faut simplifier, bien sûr, il faut aligner les régulations, les procédures, etc. avec tout ce qu'on fait. On a fait beaucoup, je ne vais pas redétailler ici les changements sur les contentieux, sur les procédures, la simplification, on va continuer, on reste mobilisé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces projets, ce sont des grands projets industriels. Qu'on parle de la conception et la construction d'un EPR2 ou qu'on parle du déploiement d'installations photovoltaïques qui peuvent sembler petites et simples, mais Marianne a donné des chiffres tout à l'heure, 3 gigawatts en 3 ans, c'est aussi gros qu'un très gros projet industriel, EPR ou autre. Donc on est sur des gros projets industriels, et ce qu'on voit que sur ces gros projets, aujourd'hui, le facteur limitant, le délai, c'est la capacité physique à faire, par les compétences et par la capacité industrielle à fournir. Et donc ça, c'est
également un objet de politique publique sur lequel on est extrêmement mobilisé et sur lequel il faut que l'ensemble des filières continuent à se mobiliser. Et comme ça a été dit par Xavier, c'est pas, il y a des compétences et il y a la filière, on va dire, dernier échelon qui fournit, mais derrière, il y a du travaux public, il y a beaucoup en fait de filières, de main-d'œuvre, d'entreprises qui sont mobilisées sur des grands chantiers, soit un gros chantier, soit en fait le grand chantier du développement des énergies renouvelables sur le territoire. Et donc cette capacité physique à faire, c'est aujourd'hui ce qui est dimensionnant, et c'est de ça dont on doit s'emparer avant tout. Juste pour ajouter qu'on a beaucoup parlé de la France, forcément, mais on est aussi, par rapport à ce que Sophie vient de dire sur la capacité à faire, dans une compétition mondiale pour les équipements. Le secteur des réseaux, il est en plein boom aux États-Unis parce qu'ils ont sous-investi pendant longtemps et que maintenant ils se réveillent. Et là, on parle de milliards d'investissements, donc d'équipements. Ceux qui nous servent, ce sont des grands groupes mondialisés internationaux qui peut-être demain vont devoir arbitrer entre garder leurs usines en France ou les rapatrier aux États-Unis pour servir un marché qui est en plein boom. Donc la France, l'Europe, c'est super, mais il faut regarder ça aussi avec les yeux ouverts. Ça, c'est mon dernier message. Et merci beaucoup, et ça pourrait être l'occasion d'un autre débat. Merci à vous, merci à tous les quatre pour ces échanges très riches. Merci.